Chers amis de la radio de la voix du peuple libre, la radio de la résistance congolaise, nous allons continuer la lecture de notre document confidentiel, comme je vous l'avais dit, le document confidentiel qui vient du Congo, sur sa troisième partie. Le document qui parle de la guerre au Congo, les affaires du beach, le 4 mars, Vongouti et la gabegie du pétrole congolais. Donc, c'est la quatrième partie. L'existence tentaculaire du clan Sassou. Comme on le voit, le clan Sassou est tentaculaire. Il est partout. En plus de la fabrication de la fausse monnaie, où prospère particulièrement Sassou lui-même, Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue et Ole Songo, ce clan donc est dans la politique, le pétrole, le transit, le port, l'offshore, les stations d'essence, la gestion immobilière, les bâtiments, l'hôtellerie, la restauration, le téléphone mobile, l'électricité, l'alimentation, la presse, les chapiteaux, les mines, l'eau potable. Eugène Nguesso, fils de Maurice Nguesso, résident en France, s'est converti dans la vente d'eau potable aux Congolais des campagnes dans des camions citernes. En plein XXIe siècle, le clan est aussi dans le transport maritime, l'aviation avec Eclois Flight pour le transport cargo et Eker, société privée avec Sassou, Bouya et Moussa. Mais dont le financement a été assuré totalement par la SNPC et le Trésor public à hauteur de 300 milliards et ses recettes vont entièrement dans les poches du clan Sassou. Le clan est même traiteur dans les lignes Air France et Eker. Avez-vous vu, surtout en classe économique, la qualité de la nourriture? Toutes ces masses d'argent détournées par le clan Sassou lui permettent d'acquérir partout des biens et de s'exhiber avec extravagance comme Sassou lui-même l'a prouvé avec ses milliers de milliards de francs CFA et devises étrangères thésaurisées dans une de ses chambres et dont une partie a fait le bonheur de certains de ses plus proches collaborateurs à son insu et qui, par exemple, ont construit avec cet argent et à grands frais les espaces de grand standing comme Elonda, Mbali à Brazzaville Nord ou Mombo Beach à Owando, dotés en plus d'un studio d'enregistrement ultra moderne. Comme Sassou l'a aussi prouvé avec cet étalage scandaleux de dépenses à l'occasion du mariage coutumier à Abidjan du petit-fils de son épouse Antoinette avec une Ivoirienne, des rotations de jets entre Brazzaville et Abidjan, 4 vols spéciaux de plus de 150 participants, chacun sur le même itinéraire, 4 vols spéciaux de même envergure de Paris à Abidjan, le tout Abidjan des grandes cérémonies, des dizaines de cartons de champagne cuvée spéciale. Le mariage officiel est prévu de se tenir à Paris, avec les milliards de notre trésor public. Enfin, comme nul ne l'ignore, le clan Sassou dépense énormément dans la franc-maçonnerie envers laquelle les Congolais éprouvent un profond ressentiment. Au Congo-Brazzaville, les francs-maçons sont l'objet de toutes les épithètes les plus malsonnantes, sorciers, fétichistes, mystiques, les fantasmes sur eux abondent. Avec Sassou Nguesso, qui, initié dans une loge au Sénégal et ayant prêté serment comme grand maître de la Grande Loge du Congo en novembre 2007, confirmé en octobre 2014, se pose en doyen des grands maîtres des loges de l'Afrique francophone. Le Congo est bien logé, mais hélas, deux faits, vrais ou faux, laissent apparaître le ressentiment des Congolais. D'une part, appartenir à la franc-maçonnerie est compris comme condition sine qua non pour entrer dans le cercle du pouvoir.
Aujourd'hui, une bonne partie du gouvernement et de l'appareil sécuritaire du pays est franc-maçon. Pour accéder donc à un poste de responsabilité, ni l'appartenance au Parti congolais du travail, encore moins la citoyenneté congolaise ne suffisent, même pas les compétences professionnelles. Il faut appartenir avant tout à une loge maçonnique, et de préférence celle de Sassou. Et ne sont plus rares les adeptes qui avouent leur appartenance, malgré les rites et le goût du secret. Dit-on de cette société secrète? Depuis plus de 2 ans, circule dans le pays et à l'étranger une vidéo de l'intronisation maçonnique du général Sassou, placé en état de génuflexion pour un président de la République en exercice. D'autre part, l'imagination populaire fait de la franc-maçonnerie une société mystérieuse et redoutable, où les rites ont des parfums de messe noire, et que des profanes qualifient de mafia ou même de synagogue de Satan, causant la désolation dans les familles. En effet, Sassou et ses adeptes sont accusés de crimes liés aux rituels de sacrifice des membres de sa famille, ainsi que ceux des familles des adeptes et les trafics d'organes. Le ressentiment des Congolais envers les francs-maçons ne fait que s'amplifier par certains actes posés par le président Sassou, comme on peut le constater dans les 2 cas suivants. 1. Auréole du statut de doyen de chef d'État africain, franc-maçon. Denis Sassou Nguesso a été confirmé le 25 octobre 2014 à la tête de la Grande Loge du Congo, GLC. La cérémonie s'était déroulée devant 300 invités, dont la plupart des grands maîtres des grandes loges africaines, Bénin, Gabon, Togo, Niger, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Prince of Wales, Texas, Madagascar, Ghana. Dans la maison des maçons que Sassou a fait construire près du marché du plateau avec de l'argent public, à preuve d'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA, les travaux ont été supervisés par les ministres Jean-Jacques Bouya, Grands Travaux, et Émile Rousseau, Équipements et Travaux Publics. Aux abois, et n'ayant pas les faveurs de François Hollande, qui lui avait encore rappelé le 7 juillet 2015 à l'Élysée qu'il n'était pas favorable à son 3e mandat présidentiel, en violation flagrante de la constitution de son pays, le président Sassou s'était arraché les cheveux pour s'attirer les grâces du pouvoir socialiste en France, mais aussi les grâces des personnalités proches du Grand Orient de France. Ainsi, Sassou, pour ne prendre que ce dernier cas, a fait une dotation mafieuse en attribuant en propriété par décret une partie du domaine public et à titre gracieux au Grand Orient de France, et diffusion en a été faite au journal officiel du Congo du jeudi 21 mai 2015. Christelle Sassou est un autre exemple type dans ce domaine de dépenses somptueuses. Prenons quelques cas. La caravane sanitaire gratuite, le don de 650 ordinateurs portables aux professeurs de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville au prix de 1 500 000 francs CFA la pièce. Le don des bourses aux étudiants congolais. Le parrainage financier de la faculté de sciences de la santé. Le don des permis de conduire aux jeunes congolais. L'organisation des méga concerts de musique avec des artistes venus de l'étranger pour la campagne de soutien au changement de la constitution, etc. Dans le cas de la caravane sanitaire, la valeur de ce don n'est pas inférieure à 300 millions de francs CFA, soit près de 6000 fois le SMIC congolais. Christelle Sassou, qui est employée dans une société d'État, comment peut-il faire pour offrir avec traitement pareil donc? Ensuite, la fameuse fondation en perspective d'avenir de Christelle Sassou, nourrie par la sulfureuse société filiale de Genève, avait établi en juin 2015 un programme mobile de santé communautaire destiné aux populations pauvres sur toute l'étendue du territoire et qui s'est développé en 5 pôles: chirurgie générale, kinésithérapie, cardiologie, pédiatrie, diabétologie et anesthésie. Christelle Sassou a déclaré à cette occasion des camions itinérants dotés d'équipements de pointe dans ce domaine aussi variés sont installés sur les sites pour dispenser des soins, sans compter les distributions de milliers de livres et cahiers sur toute l'étendue du territoire.
Où Christelle Sassou a-t-il pioché ces centaines de millions et des millions de francs CFA nécessaires pour réaliser ces opérations? C'est ce n'est dans les caisses de la SNPC et de la CORAV, c'est-à-dire dans nos finances publiques. C'est pourquoi, du fait de ces détournements de fonds publics, tout ne se passe pas bien pour le clan Sassou. Des poursuites judiciaires prospèrent partout en France avec les biens mal acquis. Appartements 63 avenue Niel à Paris, dans le 17e arrondissement. Appartement au 8 square Léon à Poutot. 2 appartements dans Paris 8e. Un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Un appartement à Levallois-Perret. Appartement au boulevard Saint-Denis à Courbevoie. Un château au Vésinet. Appartement avenue Rapp à Paris. Dans le 16e, etc., etc. Des poursuites judiciaires, aussi toujours pour détournement à Genève. Ainsi, en février 2015, 2 comptes crédités chacun de près de 15 millions de dollars, soit de 8 milliards 667 millions 150 000 francs CFA ont été gelés dans l'établissement bancaire Clariden Le, absorbé par le Crédit Suisse en 2011. Ces comptes étaient ouverts au nom, l'un du français Jean-Marc Henry et l'autre au nom du congolais Maxime Ngandjo. Ce sont des intermédiaires du clan Sassou qui ont permis à une société suisse, Ginvor, de lever entre 2010 et 2012 20 cargaisons de boîtes. Plus de 18 millions de barils valant plus de 2 milliards de dollars, soit 1155 milliards 626 millions 120 000 francs CFA. Dans cette affaire, on trouve pour aider le clan Sassou à débloquer les comptes des traces d'une flopée de réseaux dont celui de Kinoa Joseph Olenga, Nkroy et Jean-Pierre Mbemba. Après l'échec des interventions de ces réseaux, Denis Sassou Nguesso en personne s'est tourné vers un autre réseau, celui du duo Gennady Chirintchenko, proche du président russe Vladimir Poutine, et Torbojoïn, Tom Gibbs, tous deux actionnaires de Gunvor. Cette relation a abouti à l'ouverture de portes de la Russie, avec à la clé des accords de coopération et surtout 6 préfinancements de plus de 125 millions de dollars chacun, le tout gagé sur notre pétrole. Comment Sassou a-t-il opéré ou opère-t-il pour porter son clan à la tête de l'État et du pays? Sassou Nguesso a toujours nourri une haine morbide à l'égard de tout ce qui n'est pas dirigeant Mboshi, soumis à lui. Pour parvenir à ses fins, il s'appuie en théorie sur la communauté Mboshi, qui lui sert de bouclier. Ses premières cibles ont été les cadres et populations Kouyou, ainsi que les cadres et populations Likwala, Makwa, qui depuis des temps anciens ont toujours considéré les Mboshi pour des gens de peu de considération. Selon ce qui se dit chez nous au nord, il faut savoir que les premiers Mboshi débarquent vers les années 1850 sur la rive droite du fleuve Congo par Liranga et Mpuya. Ils proviennent de Gombe sur la rive gauche du fleuve Congo suite à une guerre fratricide survenue là-bas sur fond de succession entre les héritiers du clan Kundu et ceux du clan Obangi. Les premiers Mboshi appelés Nguntu par les Teke, c'est-à-dire hommes nus, trouvent déjà au moment de leur débarquement au nord du pays, longtemps installés dans ces zones, les Pygmées, les Teke, les Kouyou, les Makwa, les Lukuba, les Lukwala, les Anyele, les Bomitaba. Ceux-ci, particulièrement les Kouyou, les Makwa, les Lukwala et les Teke, considèrent les Mboshi pour des hommes de second rang, notamment du fait de leur tenue vestimentaire constituée des caches-sexes en forme de feuilles, de bananes et de manioc. Surtout, les Kouyou, les Makwa et les Likwala ont toujours tenu les Mboshi en situation d'inférieur
et ces derniers ont fini par être repoussés plus loin pour s'installer particulièrement sur le bord de la rivière à Lima, précisément dans un bourg nommé Oyo. Alors, petit campement Teke, où les Mboshi se sont toujours rendus peu après leur débarquement pour vendre du poisson et acheter du manioc. C'est ce qui explique que l'agrandissement de la population Mboshi est l'œuvre en partie de croisement entre les premiers arrivants Mboshi avec la population pygmée d'un côté et avec la population Teke de l'autre. Ces derniers étaient moins hostiles aux Mboshi par rapport aux Kuyu, aux Makwa et aux Likwala. C'est ce passé qui fonde les raisons de la haine de Sassou envers notamment les Kuyu, les Makwa et les Likwala. Puis viennent dans l'ordre de la détestation sassouiste les cadres et populations du Poul, ensuite les Nibolek enfin et les Teke. C'est pourquoi Sassou, qui n'a jamais oublié ce passé qualifié d'injurieux pour lui et les Mboshi, a toujours juré de venger son ethnie et de la placer au-dessus de toutes les autres. Il a trouvé en Théophile Obenga son maître à penser, son théoricien de la supériorité Mboshi. Dans l'introduction générale qu'il a écrite en 2010 pour présenter le livre propagande commandé par Sassou sur l'histoire générale du Congo, des origines à nos jours, Théophile Obenga Mboshi de Bunji présente Sassou Nguesso ainsi. L'intention du gouvernement de la République d'écrire une histoire générale du Congo date du régime de Sassou Nguesso, lui-même méticuleux connaisseur de l'Afrique et du Congo, et même de l'Inde. Oh. L'assassinat de Marien Ngouabi, les arrestations et exécutions des cadres Kuyu et les exterminations dans la population Kuyu par le clan Sassou. On ne peut pas comprendre le plan funeste conçu par Sassou à l'encontre de son frère Ngouabi, qu'il qualifie de couillon, justement en référence à son ethnie Kuyu. Si on occulte les discussions au bureau politique du PCT dans les années 70 entre Sassou et Diawara, et surtout l'élimination barbare de celui-ci par celui-là, car au PCT, les lieutenants Ange Diawara, Bidjié, et pour Sassou l'empêcheur à tourner à rang pour atteindre son résultat d'élimination de Ngouabi. L'isolement recherché de Marien Ngouabi avec l'avènement du M22 et l'extermination de la bande à Diawara, aile gauche du PCT. Nous l'avons déjà dit que Sassou s'était juré d'avoir la peau des Kuyu, qui selon lui ont toujours pris les Mboshi pour des sous-hommes, des esclaves. Pour parvenir à ce but, Sassou, à partir du moment du 31 juillet 1968, qui a porté Marien Ngouabi à la tête du Conseil national de la Révolution et de l'État, se fait le plus proche compagnon de Marien Ngouabi, et ce dernier l'a toujours pris pour son cadet. Le capitaine Denis Sassou Nguesso est membre du Conseil national de la Révolution dès 1968, et Ngouabi a fini par faire de lui l'homme le plus puissant de son régime. D'abord, directeur général de la sécurité d'État en 1975, puis ministre de la Défense en 1976, et membre de l'état-major révolutionnaire spécial aux côtés de Ngouabi et Jean-Pierre Tshisekedi Kaya. Sassou est pratiquement le numéro 2 du régime. Sous Marien Ngouabi, il est l'homme le plus renseigné de la République, en contact permanent avec les principaux officiers et ayant placé toutes les responsabilités sous écoute, y compris le chef de l'État. Un fait notable à signaler, depuis 1963, Jacques Faucard a recruté l'officier Sassou comme agent des services secrets français, précisément pendant sa formation à l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan en France. À ces différents postes, Sassou démantèle tous les 6 à 9 mois une tentative d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Le but principal est d'isoler Marien Ngouabi pour l'abattre plus facilement le moment arrivé. Ainsi, faut-il comprendre le piège tendu par Sassou aux conjurés du mouvement du 22 février 1972. Il faut d'abord
souligner que de tout temps, le lieutenant Ange Diawara Bidjé entretenait de très mauvaises relations avec Denis Sassou Nguesso. Diawara ne trouvait en ce dernier aucune qualité de dirigeant marxiste. Il le traitait d'obsédé sexuel, décomplexé scolaire et de cadre incapable. Diawara a toujours estimé que la présence de Sassou au sein du bureau politique du PCT était l'expression d'une pratique tribalo-régionaliste animée par Ngouabi lui-même. C'était comme il disait l'obus mitri, autrement dit oligarchie bureaucrato-militario-tribaliste. Ange Diawara jouit d'une popularité certaine, notamment au niveau de la jeunesse, pour son intégrité morale, sa simplicité et son désintéressement, sa maîtrise des arts martiaux, ses connaissances des théories marxistes, alors fondement théorique officiel du PCT. Ce qui est tout le contraire de Sassou, situé en plus à l'aile droite du bureau politique à l'opposé de Ange Diawara. Lors du remaniement qui a suivi le putsch, manqué par le lieutenant Pierre Kinganga, alias Siroko, le 23 mars 1970, putsch qui a tourné au bain de sang lorsque l'armée populaire nationale a contre-attaqué en plein jour à l'arme lourde, notamment devant Radio Congo, et liquidé de façon barbare les survivants qui s'étaient pourtant rendus, dont Kinganga lui-même avec son corps exposé en calissant. Ange Diawara entre au gouvernement en qualité du ministre du Développement chargé des eaux et forêts. Immédiatement, il fait construire un vrai bâtiment pour ce ministère et entreprend des réformes remarquables. Après avoir soutenu des grèves estudiantines de novembre 1971 et tenté en vain de mettre en minorité Ngouabi et Sassou lors de la session extraordinaire du comité central convoqué en rapport avec cette situation, Ange Diawara perd sa place au gouvernement et au Conseil d'État. Puis survint un événement qui devait envenimer les rapports entre ces deux membres du bureau politique. En effet, pour faire payer à Diawara le ridicule dont il le couvrait durant les réunions du bureau politique du PCT, du fait de ses insuffisances idéologiques, Sassou Nguesso décida en 1971 d'humilier la famille Diawara. Il détourna à une semaine de son mariage avec l'oncle de Diawara, la fiancée de ce dernier, devenue depuis son épouse. Peu après, se produit le mouvement du 22 février 1972, dont les chefs politiques sont Lissouba et Numazalaï, symbolisés par un putsch qui échoue, alors que Ange Diawara en est le chef militaire, en sa qualité d'ancien patron de la défense civile. Plus des arrestations sur l'ensemble du territoire national, parmi lesquelles celles de Ambroise Numazalaï, Claude Ernest Ndala, du Saint-Syrien lieutenant Godefroy Matingou. Certains autres sont froidement assassinés, tel l'ancien dirigeant et cofondateur de l'UGC, ancien président de l'Action de rénovation rurale, le lieutenant Prosper Matumpampolo, assassiné à Pointe-Noire sur la route de Cabinda, ou encore Élie Théophile Itou, ancien ministre, ou encore Franklin Boukaka, chanteur émérite avec des productions très engagées à gauche. Pont sur le Congo et surtout les immortels, Franklin Boukaka sera exécuté sur la route nationale 2, presque au niveau où le sera 5 ans après le cardinal Émile Bayenda, toujours sous ordre de Sassou. Un nombre de ceux qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet, tel Ange Diawara Bidjé, le sous-lieutenant Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Claude Bakekolo, le sergent Jean-Pierre Oluka, le sergent Tala, ont pris la tête d'un maquis dans les forêts de Goma-Tchétché. Il publie en cette période de clandestinité un document intitulé « L'autocritique du M22 », d'où l'on peut lire comme finalité du mouvement la destruction de l'appareil de l'État bourgeois, bureaucratique et néocolonial, instrument de domination et d'exploitation des masses populaires au service de l'impérialisme et des classes dominantes. Finalement, le maquis de Goma-Tchétché échoue. Officiellement, Diawara Ikoko et leurs amis du maquis de Goma-Tchétché étaient tombés dans une embuscade tendue par une unité de l'armée populaire nationale dans la zone de Mayituku, non loin de Goma-Tchétché, sur la nationale 1. Il s'agissait d'un grossier mensonge d'État qui camouflait les contours sombres d'une criminelle transaction entre Sassou et Mobutu. La réalité est la suivante.
Sous intervention d'amis étrangers, français précisément, Diawara, Ikoko et leurs amis, une fois leur maquis placé en échec, avaient été transférés au Zaïre, à Kinkole, précisément où le maréchal Mobutu avait son verger, et c'est avec l'accord du président Marien Ngouabi. De Kinshasa, on leur avait rassuré qu'ils allaient être exilés en Europe. Dans cette perspective, Ange Diawara, Ikoko et leur équipe avaient été préparés en conséquence. Toilettes appropriées, salon de coiffure, chaussures et habits neufs, etc. Le jour J, au lieu de prendre la direction de l'aéroport d'Entélé pour l'Europe comme promis, le convoi de 32 personnes comprenant des officiers, des membres de la direction politique du PCT ou des structures intermédiaires du parti prit la direction du beach de Brazzaville, tous menottés, pour se retrouver ensuite dans les bras de Sassou, le tout à l'insu du président Marien Ngouabi. C'était le deal passé entre Mobutu et Sassou. Le CMG de l'époque, le colonel Andjele Bangui, avait été chargé par Sassou de les recueillir, accompagné du commandant de la gendarmerie Mwasi Posso. Le président Mobutu rendait ainsi l'ascenseur à Denis Sassou, qui, dans l'après-midi du 29 septembre 1968, lui avait préparé l'expédition de l'opposant yacht ayant à son bord Pierre Moulele, compagnon de lutte de Patrice Lumumba, son épouse Léonie Abo et 3 autres compagnons Joseph Makindu, Théodore Katumba et Zonon Nibamba. Tout cela avait été conçu à travers un habillage d'assurance de retour paisible à la vie. Subterfuge qu'on retrouvera dans le cas de Diawara et ses amis. Pour bien comprendre le scénario de l'exécution de l'équipe Diawara, il importe de repasser brièvement le scénario de l'exécution de Pierre Moulele. Pierre Moulele, alors dans le maquis de Kwilu, apprend, début septembre 1968, le regroupement des lumumbistes à Brazzaville, capitale d'un pays révolutionnaire qui a déjà accueilli les révolutionnaires du MPLA, Angola, de l'ANC, Afrique du Sud, de la SWAPO, de l'UPC, Cameroun. L'ancien ministre Patrice Lumumba décide donc de s'y rendre en vue de se concerter avec ses compagnons en exil à Brazzaville sur la lutte à mener contre le régime du Zaïre du président Mobutu Sese Seko Kukuwengo Wazabanga. Moulele arrive au Congo le 12 septembre 1968 par la ville de Ngabé. Recueilli par la gendarmerie, Pierre Moulele s'entretient avec le président Marien Ngouabi le 14 septembre. Il lui fait le dernier point sur leur lutte et son projet de poursuite du combat. En l'apprenant, Sassou, qui a pris une part active à l'accession de Ngouabi au pouvoir, convainc ce dernier de conseiller à Moulele de négocier par les soins des autorités de Brazzaville son retour au bercail dans le cadre de l'amnistie générale que Mobutu venait d'accorder aux opposants. Sans même permettre à Moulele d'en discuter avec ses camarades, Sassou informe immédiatement M. Antoine Akafomo, alors chargé d'affaires du Zaïre au Congo, très proche de Mobutu. À la conférence nationale souveraine du Zaïre qui s'est tenue à Kinshasa du 7 août 1991 au 6 décembre 1992, il a été établi par les témoignages des lumumbistes exilés à Brazzaville à cette époque, particulièrement M. Lumbele Jacques et Muku Lumbutu Félix, que Pierre Moulele n'a jamais bénéficié à Brazzaville du traitement réservé aux exilés politiques. Selon ce dernier témoignage, c'est plutôt en criminel de droit commun que Moulele a été arrêté à Ngabé et transféré à Brazzaville, où il fut détenu pendant plus de 15 jours au compte de la milice, sans contact avec les lumumbistes qui voulaient le rencontrer. Ngouabi et Sassou, qui avaient besoin d'un regard positif de l'extérieur pour légitimer leur coup d'État du 31 juillet 1968, ont trouvé là une occasion d'envoyer un message aux Occidentaux et à Mobutu. Selon Félix Mukulumbundu, à la tribune de la conférence nationale souveraine de Kinshasa, l'insistance des jeunes officiers congolais du Conseil national de la résistance, Sassou en premier, sera telle que le 27 septembre 1968,
recevant une délégation de lumumbistes réfugiés au Congo, lesquels ne voulaient pas entendre parler d'un transfert de Moulele au Zaïre, le premier ministre de l'époque, Alfred Raoul, coaché par Sassou, déclare « Nous avons déjà décidé que Moulele devra partir. Demain, Bomboko, ministre des Affaires étrangères du Zaïre, viendra pour conclure des accords concernant sa rentrée au pays. Mobutu nous a donné sa parole d'honneur. La lutte à l'extérieur ne représente pas grand-chose. Il vaut mieux rentrer. Si vous n'acceptez pas son retour, nous serons contraints de traiter avec la délégation de Kinshasa sans votre consentement. » Le 29 septembre, Moulele est donc transféré de force à Kinshasa. Le 2 octobre, il est conduit au camp Kokolo. Il est assassiné la nuit suivante aux côtés d'un autre compagnon, Théophile Bangila. Selon les témoignages fournis à la conférence nationale souveraine de Kinshasa, alors que ces deux sont encore vivants, leurs bourreaux leur ont arraché les oreilles, coupé le nez, retiré les yeux de leurs orbites. Ils ont ensuite arraché les organes génitaux, amputé les bras et les jambes. Les restes de leur corps seront ensuite jetés dans un sac et immergés dans le fleuve. Exactement ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, comme nous le verrons plus loin, par exemple dans l'affaire du Beach. Pire, le maréchal Mobutu, pour accompagner en 1973 la livraison à Sassou de l'équipe Jawara, avait exigé de Sassou qu'il lui livre en compensation 12 officiers de forces armées zaïroises, dont 2 généraux et un colonel en exil à Brazzaville. Alors que ces derniers, ayant fait défection pour des raisons politiques, pensaient avoir obtenu asile à Brazzaville dans un pays frère. Comme pour le package Jawara, les 12 officiers patriotes zaïrois en exil à Brazzaville furent livrés notamment en 1973 à Mobutu par Sassou. Une fois au Zaïre, Mobutu les fit brûler dans le feu rempli de sang. Que s'est donc-il passé pour les Jawara, Ikoko et leurs amis une fois entre les mains de Sassou en avril 1973? Ils sont conduits dans le bâtiment de l'état-major de l'armée, à côté de l'hôtel de ville. Sassou, alors ministre de la Défense, fait le déplacement, discute avec Jawara, son ancien compère du bureau politique. Une fois la nouvelle parvenue à Marien Ngouabi, ce dernier, étonné de les savoir à Brazzaville, opte néanmoins pour organiser un procès. Pendant ce temps, Jawara, Ikoko et toute la trentaine de conjurés sont emmenés en convoi sur la route de Kinkala par un peloton conduit par les colonels Ondjele Bangui et Mwasi Poso. Le colonel Ondiel, à 3 reprises en langue makwa, demande à Ikoko de prendre la tangente car, insiste-t-il, on va tuer tous ces Pakongo. Mais le militant aguerri Ikoko refuse le marché de la honte et déclare avec foi « Je reste avec Ange ». Sur un terrain situé entre Ngangalingolo et le village Kubola, Sassou fait exécuter du 13 au 17 avril 1973 tout le convoi jawariste comme des poulets. Puis Radio Congo diffuse de la musique militaire avec ce message. Dans quelques instants, vous entendrez un communiqué de l'armée populaire nationale et aussitôt on entend. L'armée populaire nationale, après embuscade, a anéanti le maquis de Mayituku. Le sieur Ange Jawara et toute sa bande ont été mis hors d'état de nuire. À 13 h sera organisée au stade de la Révolution la présentation de leur corps. Effectivement, devant tout le bureau politique du PCT, au grand complet et une foule d'intégristes chauffés à blanc, les cadavres de ces 32 vaillants citoyens, dont un membre du bureau politique, furent exposés fin avril 1973 et le corps de Jawara fut présenté comme un trophée. Ce même Jawara Bidji, qui n'a jamais ordonné de tirer sur des soldats à sa portée tout au long de son maquis, Sassou paraissait le plus heureux, savourant dans le sang une victoire sur celui qui lui était 1000 fois supérieur. Écœuré par ce spectacle abject,
Marien Ngouabi ne tint pas longtemps et se retira peu après la présentation des cadavres. Marien Ngouabi venait donc de perdre quelqu'un de solide qui pouvait dans les réunions du bureau politique tenir tête à Sassou. Le chef de l'État était en quelque sorte dépouillé et isolé, et c'était le but poursuivi par Sassou pour l'atteindre. Merci les amis de la radio La Voix du Peuple Libre. Nous allons continuer notre 4e partie dans de prochaines émissions. Donc c'était notre 3e partie sur la mochisation du Congo-Brazzaville. Donc nous allons continuer la lecture de notre document de 70 pages sur la radio de La Voix du Peuple Libre, www.lavoixdupeuplelibre.com, jusqu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Restez connectés sur www.lavoixdupeuplelibre.com.